Ève, Allez. si je prenais 51 000 pieds d'altitude dans les airs, puis je regardais tout ton parcours, ta carrière, qu'est-ce que je pourrais apprendre sur ton parcours professionnel, puis sur toi personnellement? Je me vois souvent comme justement un saumon qui est en train de frayer son chemin. Donc, j'ai comme l'impression que j'ai été comme un saumon qui est allé à l'inverse du courant. Beaucoup, beaucoup d'efforts, puis toujours un peu unique dans un monde alentour de moi, que tout le monde se ressemblait, puis j'étais comme le Joker card qui arrivait dans une organisation. Puis je pense que c'est là où je suis bien. Fait que je pense que tu dirais, wow, elle a mis beaucoup d'énergie pour sa carrière, cette fille-là, mais en même temps, tu sais, toujours tellement heureuse. Fait que j'ai déployé énormément de force, mais j'adore. Je suis heureuse, c'est là-dedans que je suis bien. Pourquoi à l'inverse du courant? T'es-tu une rebelle? Est-ce que c'est parce que le chemin n'était pas tracé de la façon que tu voulais? Non, c'est, tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, la première job côté client que j'ai eue, c'était dans une agence, pas dans une agence, excuse-moi, dans une boîte de comptables très juive anglophone de Montréal où il n'y avait jamais eu de marketing. Jamais. C'était que des services professionnels, vendre des heures puis quelqu'un aux finances. Puis moi, je suis arrivée francophone, jeune, très énergique, pas juive. Puis j'ai dit, OK, je vais vous développer votre marketing. Tu sais, mais j'étais toute seule parmi 400 personnes qui étaient toutes des comptables. Tout le monde parlait anglais, moi, j'étais francophone. J'ai adoré ça. Tu sais. Quand j'ai décidé d'aller à Marianopolis comme cégep parce que je voulais apprendre l'anglais, j'étais la seule de mes amis qui n'allait pas à Brébeuf, puis ils m'ont tous dit, mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, j'ai l'appel du chemin non parcouru. Tu sais, c'est un peu Henry David Thoreau a fait un poème très connu qui dit the road less traveled by, mais c'est ça, moi j'ai toujours été attirée vers ça. Fait que j'ai fait ça au cégep, j'ai fait ça dans ma carrière, j'aime me faire mon propre chemin, puis d'être la personne différente, je sais pas. Ce Faudrait que mindset-là, est-ce qu'il vient de quelqu'un autour de toi ou c'est propre à toi? c'est propre à moi, je pense, ouais. Ouais. Tu as un bagage qui est quand même assez riche, Publicis, Edelman, Richter. Puis ensuite de ça, tu as décidé d'embarquer chez Bombardier. Parle-moi un peu du contexte derrière ce qui t'a amené chez Bombardier. Ben, je pense que toute ma carrière, hein, tout se suit, tout est comme cohérent là, quand même, mais Richter m'a appris énormément. J'étais en marketing chez un client, mais le client, c'était des services professionnels qui vendaient des heures de consultation. Très sexy. Moi, j'ai adoré ça. Là. Les gens me disaient tout, mais t'es malade de partir de publiciste. Moi, je m'occupais de L'Oréal, de tous les comptes luxe de L'Oréal, puis j'ai donné ma démission pour aller dans une boîte de comptable. Mais ça, c'était moi. Puis j'ai appris les services professionnels, fait que billable hours, c'est comment tu vends des heures, comment tu donnes du conseil à un client. Fait que moi, c'est pas ça que je faisais. Moi, j'étais en marketing chez cette boîte-là, mais cette boîte-là faisait du conseil professionnel. Quand Edelman m'a demandé d'être directrice générale, mais je savais comment fonctionnait une boîte de services professionnels qui vend des heures parce que ça faisait déjà 7, 8, 9 ans que je travaillais chez Richter. Et chez Edelman, il y a quelque chose de très connu qui s'appelle le baromètre de confiance, le Trust Barometer. Et Edelman m'a vraiment appris tout ce qui est corporate reputation, tu sais, comment bâtir la confiance envers toutes les parties prenantes. Ça fait partie du DNA d'Edelman. Alors, quand Bombardier m'a appelé, encore une fois, 7, 8, 9 ans plus tard, il y avait un gros problème de gestion de réputation au Canada, Bombardier, parce qu'il était passé à travers vraiment des moments difficiles. Alors, j'avais l'impression que je venais de sortir de l'université du corporate reputation. Fait que j'étais là, ben oui, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais. Donc, ils m'ont aussi donné le marketing, chose que j'ai appris en agence. Fait que c'est comme si c'était un trajet qui était justement super cohérent pour moi. Dans les années 2000, l'action de Bombardier était à plus de 600 $. Au moment où tu joins Bombardier en mai 2021, l'action était environ à 21 $, donc presque sa valeur la plus basse là, historique. Dans les dernières 5 années, l'action a gagné 975 %, donc c'est pas mal mieux que le S&P 500 puis le Nasdaq, mais je suis quand même curieux. Tu passes de directrice générale de Edelman, puis tu sautes vers un nouveau poste dans une nouvelle organisation où est-ce qu'il y a quand même certaines incertitudes. Walk me through un petit peu ton mindset par rapport à ça. Mais c'est drôle parce que en m'en venant ici, l'action, quand j'ai fermé mon téléphone cellulaire juste avant de m'asseoir avec toi, elle était montée à 137 $. Alors, There you même go. aujourd'hui, on est comme wow.
C'est beaucoup de montagnes russes. Mais c'est l'appel du défi, justement. Je te ramène à Mayornopolis, là, je pensais pas que j'allais te parler de ça, mais pour moi, ça a été déterminant qu'une fille francophone qui parle à peine anglais, qui aurait eu tellement de facilité d'aller à Brébeuf avec toute sa gang de chums parce que j'étais allée au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, fait que ça suivait. Je décide d'aller continuer ma scolarisation dans un cégep anglophone. Tout est en anglais. La curve était vraiment, la pente à monter était vraiment, vraiment pas facile. Puis quand tu me dis quel a été ton moment de ton éducation préférée entre l'école primaire, secondaire, université, MBA, cégep, c'est sûr, je vais dire, c'était mon passage à Mayornopolis. Bombardier, c'est la même chose. J'ai senti que j'allais affronter un énorme défi. Je connaissais pas l'aviation, je connais rien à l'ingénierie, j'ai jamais travaillé dans le domaine manufacturier. C'est une entreprise publique. J'avais jamais travaillé dans une entreprise publique. C'était un premier poste pour moi de comité exécutif qui se rapporte directement à un PDG d'une entreprise de 10 milliards de dollars. Tu sais, la marche était vraiment haute. Puis c'était exactement, c'est ça qui me fait pétiller dans la vie. Puis c'est ça qui assure mon succès. Moi, je suis bonne quand tu me donnes un défi de taille. Quand la job à faire, que ce soit envers moi ou envers quelque chose, est incremental, tu sais, c'est juste un petit peu de valeur ajoutée, là, c'est pas ma meilleure performance. Ma meilleure performance, c'est si tu me donnes quelque chose qui va donner le vertige. Là, je deviens comme une guerrière, là. Ça vient chercher tout ce que j'ai en moi, puis je me donne pas de chance de pas avoir du succès. Fait que c'était parfait pour moi, là. Même si j'ai pas dormi, puis j'ai eu le vertige, puis je me suis dit, tu sais, ça a l'air bien cute, la manière que je l'explique, là, tu sais, ça a l'air bien héroïque, mais l'autre côté de la médaille, c'est t'as le vertige, t'es à bout de souffle, c'est ça. Mais j'allais justement te demander, c'est pas épuisant d'avoir cette posture-là constamment? Ça peut être vraiment épuisant. Une chance que je sais où me ressourcer, puis je le fais. Puis pas une fois par mois ou une fois ou 6 mois en prenant des vacances, mais daily. Tu sais, je pense que j'ai une hygiène de vie qui est favorable. Je suis capable de laisser les choses de côté. J'ai d'autres choses qui sont très, très importantes de ma vie que ma carrière. Fait que oui, quand je suis en mode carrière, je suis là à 250 000 à l'heure, là. Mais j'ai aussi un enfant, là, j'ai un mari, j'ai plein d'amis, j'ai ma vie, il y a d'autres choses. Fait que ça m'équilibre, là. Il y a une certaine balance. Il y a un équilibre, ouais. Il n'est pas tout le temps là. Ou une gestion du déséquilibre. Il y a une gestion du déséquilibre. Well done. Yeah. Tu as rejoint Bombardier à titre de VP Communication, Marketing, Affaires publiques. Un long titre. Qu'est-ce que ça veut dire puis à quoi ça ressemble une semaine là, dans la vie de Eve? Au fait, si je te décortique un peu mon poste, alors sous moi, j'ai les communications, donc toute la gestion des médias, puis les communications externes avec toutes les parties prenantes de l'organisation, mais j'ai aussi les communications internes. On est quand même une entreprise avec près de 19 000 employés à travers le monde, donc on a beaucoup de canaux de communication, puis il y a beaucoup de manières de communiquer avec nos employés, syndiqués, non syndiqués. Après ça, j'ai tout le brand, puis on pourra en reparler parce qu'il y a j'ai beaucoup appris la différence entre le brand et le marketing chez Bombardier d'ailleurs. Alors, j'ai toute la gestion de la marque. J'ai le marketing. Donc, le marketing, ça ressemble beaucoup au marketing de produits. Donc, tu sais, on a plusieurs types d'avions. Puis, même, mettons que je regarde un avion qui est, je te donne un exemple, le Global 7500, la manière de faire la promotion et le marketing du Global 7500 aux États-Unis versus aux Émirats arabes, c'est complètement différent. Donc, j'ai toute une équipe de marketing régional à travers le monde qui s'occupe de déployer nos produits, nos innovations de la bonne manière. Après ça, j'ai les relations gouvernementales mondiales. Donc, un bureau à Washington, un bureau à Ottawa. Et puis, là, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose. J'ai aussi le côté défense. Puis évidemment, tout ce qui est le marketing digital, nos sites web, les médias sociaux, l'intranet, tout ça. Ça fait 82 employés environ. Comment tu coupes le bruit puis tu es capable d'être efficace dans ta prise de décision puis dans ta gestion des tâches et ça fait beaucoup. Moi, j'ai noté, là, c'est comme externe, interne, brand marketing, marketing régional, relations gouvernementales, la défense, le digital. Ouais. C'est énorme. Ouais. Comment tu te structures puis tu protèges ton temps puis tu t'assures d'être capable d'avoir l'énergie pour prendre les bonnes décisions aux bons endroits? Et tu vois, ça, je l'ai appris, comme on dit, sur le tort, chez Bombardier.
Donc, si je peux, tout à l'heure, tu sais, on se parlait en intro, puis tu me disais que le but de ton podcast, c'était que les gens soient capables d'apprendre quelque chose, puis de mettre quelque chose. Moi, j'ai appris de l'erreur que j'ai faite j'ai pas restructuré mon équipe assez rapidement. Donc, j'ai été vraiment à bout de souffle pendant 2 ans, à avoir les mains tout le temps en train d'attraper des balles qui tombaient à gauche et à droite, là. Et là, j'ai vraiment pris le temps de rencontrer tous mes employés, un après l'autre, plus qu'une fois, faire des exercices avec eux autres de leur, pas juste qu'est-ce qu'ils veulent dans leur carrière, mais c'est quoi leur superpower, tu sais, toi, t'es bon dans quoi, là, tu sais. Si je te lâche louche, ces bombardiers, what would you go fix? Qu'est-ce que tu irais faire pour nous aider? Là, j'ai écouté tout le monde. Après ça, je suis allée écouter tous mes stakeholders externes dans l'organisation. Et après ça, puis j'aime beaucoup Éric Martel qui m'a dit, ça prend du courage, mais j'ai finalement eu le courage de dire, OK, je recommence la org chart à zéro. Puis là, j'ai pris, je te dirais, là, au moins 3 mois, version 250, jusqu'à temps que je fasse, OK, là, je l'ai nailé. Alors, c'est sûr, j'ai laissé partir des gens, j'ai promu des gens qui étaient comme coincés quelque part dans mon organisation, puis qui n'étaient pas mis en valeur, mais qui avaient beaucoup à nous donner. Puis mon niveau de directeur qui se rapporte à moi sont extra. J'apprends d'eux tous les jours. Fait que moi, je suis devenue comme la fille qui règle leurs problèmes quand ils sont en train de faire ce qu'ils ont à faire puis qui frappent un mur. Je suis là pour aller défaire les murs qui peuvent être dans l'organisation pour eux, pour les laisser faire leur travail. Des balles, j'en attrape plus. Je suis dans la stratégie, je suis dans regarder en avant, puis je suis dans enable, je sais pas comment on dit ça en français, mais je suis dans aller aider mon équipe quand il reste pris quelque part. Mais sinon, ça roule. Ça roule, ça roule, ça roule. Des fois même, je me dis, ont-tu besoin de moi? Mais oui, parce que j'arrive, eux, ils sont dans l'action, puis ils sont dans l'opérationnalisation de notre plan stratégique. C'est sûr que le plan stratégique, il est beaucoup sur mes épaules, tu sais. Alors là, c'est à moi. Là, c'est là que mon rôle devient vraiment intéressant, mais je n'étais pas capable de le faire il y a 2 ans parce que j'étais dans l'action tout le temps. Alors, si j'ai une première recommandation à faire pour les gens qui écoutent en ce moment et qui se disent, moi, je vais être une nouvelle manager, une nouvelle directrice, une nouvelle VP, commence par connaître, avant quoi que ce soit, focus sur ton équipe. Comprends ton équipe. Puis comprends les besoins de l'organisation envers ton équipe aussi, parce que des fois, il faut aller rééduquer les gens comment ils utilisent le service du marketing à l'intérieur d'une organisation. Fait que moi, je suis arrivée comme une consultante que j'étais chez Edelman, c'est-à-dire tu es payé à l'heure. Fait que get stuff done. Fait que je suis arrivée, puis là, je me suis mis à faire des affaires. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, là. Toi, fais rien. Fix the Take a team. step back. Puis... Take a step back, puis écoute ton équipe. Alors là, maintenant, là, je salue mon équipe, je les adore, ils sont incroyables, je suis tellement fière d'eux. Puis ils ont besoin de moi des fois, mais sinon, off they go, là, ça va super bien. Mais ça prend beaucoup de courage, là, tu l'as dit, de faire une restructuration d'équipe. Ça fait des personnes pas contentes, ça fait des personnes contentes. C'est des décisions humainement parfois aussi qui sont difficiles à prendre. Là, tu parles de l'équipe, là, j'allais pas en parler tout de suite, mais puisque tu ouvres le sujet, tu sais, quel genre de mindset ou quel genre d'un point de vue savoir-être, quel genre de personne est-ce que tu recherches dans ton équipe? Puis qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, que c'est la bonne équipe, là? C'est quoi les qualités qu'ils ont? Ouais. C'est tellement une bonne question. Puis, tu sais, il y a des mots qui sont galvaudés, là, mais même s'ils sont galvaudés, il faut continuer à les répéter puis dire, pose-toi la question, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que pour moi, le numéro 1, là, qui vaut 95% de tout, c'est l'intégrité. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu lèves la main. Quand quelqu'un fait quelque chose qui te déçoit, tu donnes du feedback de manière claire, face à face, courageusement, avec gentillesse et éthique, mais tu le fais, tu speak up. Puis l'autre mot, c'est accountability, tu sais. Soit tu fais partie de l'organisation, quand les choses vont pas à ta manière, tu es une partie prenante du succès de l'organisation. Fait que fais pas juste retourner à ton bureau puis rester frustré en te disant que ça devrait être ma gestionnaire ou ma grande patronne qui va aller gérer. Ça me décourage. Puis il y a vraiment 2 types de personnes, je trouve, dans les organisations. Ils ont le fixed mindset, ça vient d'un livre connu qui s'appelle Mindset, mais le fixed mindset puis le growth mindset. Fait que les gens qui sont comme, attends 2 minutes, il y a un problème, je vois ça comme une opportunité. Je vais aller m'asseoir avec mon équipe, on va aller brainstormer sur comment qu'on dénoue
Puis il y en a d'autres qui retournent à leur bureau puis qui font du noise, du bruit négatif. Ça cause de l'anxiété, c'est toxique. J'ai zéro patience pour ça. Fait que moi, ça, c'est tellement important. Puis l'autre chose, c'est que je suis anti-hiérarchique. Mais vraiment, tu sais, comme j'arrête pas de dire à nos stagiaires, apprenez-nous ce que vous venez d'apprendre à l'école. Là. Moi, je vais avoir 50 ans, là, ça fait longtemps en tabarouette. Là. Je suis un peu dépassée de tout ce qui se passe dans le marketing numérique. Toi, tu as gradué il y a 6 mois, là. Dis-moi, parle-moi. T'es-tu allé sur notre site web? Oui, t'as-tu vu des choses que tu dis, je peux pas croire qu'ils font ça comme ça? Oui. Pourrais-tu me le dire, s'il te plaît, à place que je paye encore des consultants? Alors, moi, je cherche toujours des gens qui sont. L'intégrité, c'est super important. L'authenticité, c'est super important. Puis la prise de responsabilité. Puis arrêter les titres. Arrêter les. Si j'étais directrice, je le ferais, mais là, tu sais, ça là, si c'était juste de moi, dans un monde idéal, il n'y en aurait pas de titre, puis il n'y en aurait pas de hiérarchie, puis il n'y en aurait pas de boîte en haut, puis de boîte en bas. Ça serait comme Henry Mintzberg dit, ça serait une adocracy. Il ne l'a pas mis en français, mais on commence un projet, on regarde qui est la meilleure personne dans notre équipe pour livrer ce projet-là selon ce que le projet a besoin. Cette personne-là devient la patronne du projet. Puis quand le projet est terminé, on tourne tout le monde, puis on recommence dans un autre projet, puis that's it. Il y a plein de projets, moi, que je ne devrais pas être la patronne, là. Je devrais être l'exécutante qui apprend. Le marketing digital, c'en est un exemple. Je comprends rien. Là. Je parle encore de SEO, SEM comme si c'était nouveau. Je veux dire, il y a d'autres choses. Mais non, mais c'est correct. J'ai fait d'autres choses avec ma carrière. Je suis devenue gestionnaire. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis les gens qui aiment travailler avec moi, qui ne s'essoufflent pas de travailler avec moi, c'est des gens qui sont capables de justement faire face à attends une minute, tu vas trop vite, attends 10 minutes, je suis pas capable de livrer ce que tu m'as demandé, Eve, parce que c'était pas clair. Ah, OK, excuse-moi. Puis c'est ça. Les gens qui sont pas capables de mettre leur opinion sur la table puis d'avoir le courage de parler, ils me trouvent épuisant. Mais ça vient aussi des deux côtés. Je veux dire, tu as une ouverture à te faire challenger. Fait que j'imagine aussi que ça aide les autres personnes à speak up, comme tu dis, que ça soit le stagiaire ou la personne senior. Si c'est qu'il y a une ouverture puis une réceptivité, ben c'est sûr que ça change le mindset. Puis, tu sais, à la fin, là, s'il y a des gestionnaires qui m'écoutent, puis, tu sais, à la fin, ma responsabilité à moi, c'est de prendre une décision. Tu sais, fait que c'est sûr que j'écoute tout le monde, je me fais challenger, j'adore ça au fait. Mais à la fin du compte, même si j'ai écouté tout le monde, si je reste sur ma décision initiale, j'ai pas de problème avec ça, là. Le processus, il a été intègre, j'ai écouté tout le monde, mais la responsabilité de la décision finale, c'est la mienne. Si j'ai écouté tout le monde, ben, j'ai changé ma décision initiale parce que j'ai écouté tout le monde, puis qu'on se frappe un mur, c'est ma faute, c'est pas leur faute aussi. T'sais. Fait que c'est du travail d'équipe, tout ça. Là. On pourrait développer plein de sous-sujets, Ouais. là, mais je dois m'arrêter sur un parce que ça me passionne profondément. Tu as parlé de fixed mindset puis de growth Ouais. mindset. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir que chaque personne dans l'équipe ait un growth mindset ou est-ce que c'est la responsabilité de certaines personnes clés dans l'équipe? Comment tu vois ça? Moi, je suis absolument de l'équipe Growth Mindset parce que, tu sais, lisez le livre ou écoutez le podcast ou, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de manières d'aller chercher l'information. Mais moi, c'est un livre qui m'a vraiment transformé puis il est tout petit, ce livre-là. Puis c'est même dans le monde comme parental, tu sais, Fixed Mindset, Growth Mindset, dans le monde amoureux, Fixed Mindset, Growth Mindset. Moi, je crois vraiment que du Growth Mindset, c'est des gens qui sont là pour apprendre continuellement des autres, OK? Puis de dénouer des enjeux ensemble, puis de refuser la toxicité. Moi, le drama, je suis pas capable. Puis toute vérité est bonne à dire, il y a une manière de la dire. Là où je pense que les gens deviennent mêlés dans les termes, c'est dans ton texte, tu disais ambivert, tu sais, fait qu'il y a les introvertis puis les extrovertis. Ça, je pense qu'on a besoin absolument d'un mix des deux. Au fait, ça me dérange. Tu peux être 100% fixe mindset puis 100% introverti. Les gens me regardent, moi, quand ils me disent ah, tu es un modèle pour moi dans le monde des affaires, mais je ne serais jamais capable de suivre une Ève Laurier. Je suis introverti. Je suis comme oui, mais t'es-tu growth mindset? Oui. On est pareil. On a juste une manière différente de prendre de l'information, d'analyser de l'information, de prendre des décisions puis de communiquer comme nos idées. On fait ça de manière différente. Mais notre valeur, c'est la même.
Notre valeur, c'est pas de drama, pas de toxicité, apprendre, voir tout comme une opportunité. C'est du positivisme, puis c'est du travail d'équipe. Fait que moi, c'est 100% fixed mindset dans mon équipe. Excuse, Bon, complètement l'inverse. Growth mindset. Mais après ça, introverti, extraverti, ça, mix de ça, personnalité. ça m'importe peu, ça. Là, tu sais. Mais comment tu empower dans ce cas-là ton équipe pour pouvoir nourrir un petit peu ce growth mindset? Tu sais, est-ce que, je sais pas moi, y a-tu du temps qui est alloué à la découverte, les conférences externes? C'est quoi les opportunités d'apprentissage? Comment tu fais en sorte que justement ils vont aller s'intéresser à différents outils, différentes technologies, différentes façons de faire Ouais. pour ensuite de ça apporter du nouveau dans vos façons de faire? Mais je pense que la première affaire, tu sais, pour le growth mindset, c'est, puis Éric Martel, là, je lève mon chapeau à Éric parce que il m'a beaucoup appris ça, là, tu sais, évidemment. C'est que quand on fait des erreurs, quand on se trompe, quand on a un échec, on rassemble tout le monde de manière positive pour montrer que c'est pas la fin du monde, que de se tromper, c'est correct, puis d'enlever la crainte de faire des erreurs puis de l'échec. Ça, c'est un gros, 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 gros problème qu'on a encore dans les organisations. Fait que nous, on se rassemble beaucoup. Je veux pas faire de peine à personne, mais moi, des conférences externes, puis oui, ça peut aider. Je trouve que ça peut inspirer, mais pour vraiment apprendre comment s'améliorer, c'est en équipe. Puis c'est dans notre contexte de travail, selon moi, que ça se fait. Après ça, on peut aller chercher d'autres apprentissages sur d'autres sujets dans le monde externe, à l'université, dans des cours. C'est parfait. Mais si tu veux améliorer comment ça se passe dans ta gestion de ta carrière, c'est avec tes collègues que ça se passe, avec tes patrons, avec les gens qui travaillent du même niveau que toi, mais pas dans ton équipe. Je pense que ça aussi, c'est un apprentissage que j'ai chez Bombardier. Tu sais. Si je regarde depuis les 5 dernières années, je passe beaucoup plus de temps à faire des touch points avec mon équipe au complet qu'au début de ma carrière. C'est comme ça que je pense que les gens se sentent plus en confiance d'avancer, de prendre des micro-risques, mettons, là. Puis c'est pas la fin du monde si je me trompe. Puis moi, je pense que c'est ça. Moi, j'apprends beaucoup d'eux. Eux, ils apprennent de moi, mais c'est vraiment, hey guys, on s'assoit puis on se parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ce qui est fantastique de travailler dans une firme d'ingénierie, puis une firme manufacturière, une entreprise manufacturière, c'est que dans le processus manufacturier, ça fait partie du processus, ça s'appelle des snags. Fait que c'est très ingénieur de faire ça, mais dans le monde de l'ingénierie puis du manufacturier, quand quelqu'un trouve un problème sur la chaîne, puis qu'il lève le drapeau pour dire Hey, je viens de voir un problème, arrêtez tout, on va aller discuter du problème, il se fait donner une tape dans le dos. Là. Mm. C'est vraiment comme bravo, tu viens de nous sauver tellement. Puis là, la personne qui a trouvé ce problème-là vont aller chercher une solution ensemble, puis le gestionnaire va prendre cette situation-là, puis s'assurer que tous les collègues sont informés de Hey guys, by the way, arrêtez de faire ça de cette manière-là. On vient de trouver que ça causait un problème, on a trouvé une solution, on a mis ça en place, ça fonctionne super bien. Assurez-vous que tout le monde dans l'organisation apprend. Tu sais. Mais dans le monde marketing, puis dans le monde, c'est comme si faire des erreurs, là, c'est comme j'espère que personne ne va s'en rendre compte. S'il y a un problème dans un processus, on n'en parle pas. Mais moi, j'ai vraiment appris beaucoup chez Bombardier de Hey, il y a un problème, bravo, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Stop, on en parle, trouve la solution. Puis des fois, je fais venir des experts là, en Kaizen, que ça s'appelle. Là. Mais je fais venir des experts de Kaizen pour venir nous aider à trouver c'est quoi le problème, la cause du problème, c'est quoi les alternatives, c'est quoi la solution, c'est quoi le nouveau processus. Puis on parle de cette manière-là maintenant, même dans le monde du marketing, c'est super. C'est intéressant que tu parles de ça parce que célébrer les échecs, c'est une notion qui commence à revenir de plus en plus. Mhm. Je parlais avec Philippe Meunier de Sidley récemment, puis lui, il me parlait des Moron Awards qu'ils ont. Fait que c'est une façon très Sidley là, de Ouais, célébrer les très. échecs, mais je trouve ça intéressant. Je suis content que ça revienne dans plusieurs organisations, le fait justement d'être capable de célébrer les échecs, parce que on peut pas demander à nos équipes d'être bold puis d'essayer des nouvelles choses sans leur permettre de se planter de temps en temps. Évidemment, là, comme tu disais, je pense des micro-échecs là, qui vont pas non plus mettre la business à risque, Exact. mais c'est important de le... Puis, tu sais, je pense que l'autre chose, c'est d'avoir de l'autodérision. Tu sais, moi aussi, j'en fais des erreurs. Là. Puis quand j'en fais des erreurs, même si mon équipe l'a pas vu, souvent, je vais faire exprès de dire Ah, guys, faut que je vous dise. Oh my God, j'ai fait ça l'autre fois. Quelle mauvaise décision. Voici ce que j'ai appris. Tu sais. Puis
de rire de toi-même aussi, là. Je veux dire, c'est pas de laisser tout le monde, puis toi, tu fais pas partie. Non, non, moi, j'en fais des échecs, puis quand je fais des échecs, je prends le temps de réfléchir à pourquoi j'ai fait ça, tu sais, qu'est-ce que j'ai mal compris de la situation, ou, tu sais. Puis après ça, ben, je m'expose moi aussi à dire, je veux juste vous dire, là, oh my God, puis mes employés rient de moi, puis c'est parfait. Ben, je pense que c'est ça qui a le plus grand impact à la fin, là. C'est si le leader est capable d'avoir l'humilité puis de flaguer ses propres erreurs publiquement, ben, les personnes vont être capables de le faire aussi. Eve, en 2024, c'est le lancement de la nouvelle image de marque de Bombardier. Ça reflète le nouveau positionnement là, en tant qu'entreprise centrée sur l'aviation d'affaires. Vous avez développé un logo qui apporte de l'élégance à une industrie manufacturière et industrielle. Puis ça fait beaucoup de sens, là, puisque vous avez une clientèle d'affaires maintenant. J'aimerais, si on veut déconstruire un peu ce sujet-là, il y a plusieurs volets. Premièrement, j'aimerais savoir d'où vient la volonté. À un moment donné, quelqu'un a pris une décision puis a réalisé qu'il fallait faire ça. Fait que d'où est venue la volonté, puis c'était quoi l'ambition derrière cet exercice-là? Oui, j'envoie tout le temps des fleurs à mon collègue Jean-Christophe Gallagher. Donc, Jean-Christophe a déjà été au marketing, puis récemment, ben moi, j'ai été au marketing, puis maintenant, lui, il est en charge de beaucoup de choses, dont les ventes chez Bombardier. C'est lui qui a dit, à un moment donné, dans une rencontre avec Éric et moi, là, c'est le temps qu'on commence à réfléchir à notre image de marque. Parce que ce qu'on a l'air, puis qu'est-ce qu'on vend devant notre client, qui est souvent soit un PDG d'une grande multinationale ou un milliardaire. Il y a un disconnect complet, là. On n'est pas... Notre marque est vraiment... Notre identité est vraiment plus forte que notre image de marque. Fait que ce qu'on dit, comment on se présente versus de quoi on a l'air, le gap est énorme. Et là, Éric Martel, le PDG, a dit, ben ça, on va le faire au bon moment. On va le faire quand on va avoir repris la confiance de nos employés, le taux d'engagement des employés, parce que tu l'as dit au début, on a eu des moments difficiles. L'engagement des employés était très, très bas. Fait qu'Éric a dit, je suis d'accord avec le processus, va falloir trouver le bon moment. Pendant comme 1 an, on regardait le prix de l'action montait, mais plus que ça, le sondage des employés qui disait oui, je suis content de travailler chez Bombardier, oui, je suis fier, montait aussi. Ça prend de l'argent pour faire ça aussi. Puis, tu sais, chez Bombardier, on fait vraiment attention aux ressources. On a appris là, de tout ce qui s'est passé. Fait que quand on a de l'argent, où est-ce qu'on déploie l'argent? Donc, il a vraiment fallu que je monte le case study pour dire c'est pas là que ça doit aller, c'est la marque qui en a besoin, que je convainc tous mes collègues sur le comité exécutif. À un moment donné, c'est Éric Martel qui a dit vas-y. Donc, le timing est vraiment important. Je pense que si j'avais réussi, puis je ne l'aurais pas réussi là, à convaincre mes collègues, mais 1 an plus tôt, ça n'aurait pas eu le même succès. L'image de marque est merveilleuse. Je suis tellement contente de ce qu'on a réussi à faire avec nos agences, tout ça, mais le timing était excellent. Les employés étaient prêts à se faire dévoiler quelque chose de nouveau, puis avaient besoin de ça aussi, là. Une page commençait à se tourner, puis ça a été comme le catalyseur qui a aidé à tourner la page pour de vrai. C'est excitant, un projet comme ça. Oui. Ça doit être un peu stressant aussi parce que je ne pouvais pas m'empêcher, là, en préparant le podcast d'aujourd'hui, de penser au cas Jaguar. Jaguar, qui est une marque héritage, qui est emblématique, qui récemment qui a fait un revamp d'image de marque, puis ça n'a pas été très bien reçu, disons, et par la clientèle et par la communauté. Bombardier, c'est une marque avec un héritage très, très fort aussi, une grande fierté. Fait que c'est ça. À quoi tu pensais? C'est quoi ton mindset à ce moment-là? Puis comment tu te positionnes pour pas être trop dans la peur? Puis en même temps, tu veux respecter l'héritage de la marque, mais en même temps, tu veux créer quelque chose de nouveau, puis justement créer un nouveau chapitre. À quoi tu penses dans ces premières journées-là? Ben, tu vois, au début, j'ai fait la même erreur qu'au début, quand je suis arrivée chez Bombardier, c'est all right, il faut que je leur livre une nouvelle image de marque. Let's go. Puis là, je suis partie beaucoup trop vite, là, en me disant ça va prendre 3 mois. Tu sais. Puis finalement, quand j'ai dit à Eric, Eric, là, je l'ai trouvé, tu sais, il m'a dit c'est impossible. Ça fait juste 3 mois que je t'ai donné le mandat. Puis là, j'étais bien fière de moi. J'étais là, oui, oui, je l'ai. Puis il dit, Eve, normalement, puis tu sais, il est vraiment bienveillant comme patron. Fait qu'il me dit, moi, normalement, dans mes attentes, là, t'en as encore pour 3 mois juste à écouter nos employés, notre conseil d'administration, la famille. T'es bien trop tôt, là. Je te donne-toi, au fait, un autre 3 mois.
juste d'écoute et de recherche, là. Tu pas parlé à assez d'employés, là. Fais le tour de la planète. Les femmes, les hommes, toutes les générations, les ingénieurs, les non-ingénieurs, ceux qui ont commencé chez Bombardier il y a 30 ans, mais ceux qui viennent d'arriver, pourquoi sont venus? Puis là, j'ai lâché mon crayon, j'ai fait oh boy. Ça a été le moment, le pivot pour moi. Là, vraiment, j'ai dit là, ton intelligence à ce moment-là, elle va juste être sur poser les bonnes questions, puis faire sortir l'émotion des gens à qui tu vas parler. Fait que j'ai rencontré des clients partout à travers la planète, des employés, comme je te dis, des gens qui ont des retraités, des investisseurs, Laurent Baudouin, Pierre Baudouin, la famille. Et à un moment donné, là, j'ai senti que là, j'en avais assez d'informations, puis aussi que on était allé comme très, très large, mais qu'il y avait quelque chose de très, très clair qui se dessinait. C'est quoi les grands insights qui sont ressortis de tes conversations? Puis là, Ouais. moi, ce que je trouve, en tout cas, le grand défi dans ton cas, c'est que tu as tellement de personas. Tu as parlé de tes clients actuels, tu as les clients futurs que vous voulez aller chercher avec potentiellement la nouvelle Ouais, image, tu as les employés, tu en as à peu près 19 000, tu ouais. disais, les actionnaires, investisseurs. Fait que c'est comme, comment tu structures tout ça, puis c'est quoi les insights qui sont ressortis? Ouais, ben, je pense que là, j'aimerais ça, à un moment donné, faire un podcast d'épisode juste sur ce que j'ai appris c'est parce que j'ai énormément appris, mais, puis encore une fois, ça a l'air tellement galvaudé, mais à un moment donné, quand tu finis par comprendre l'ADN réel de la compagnie, là, que ça soit ta compagnie dans laquelle tu travailles ou le client, là, ben là, tu sens là, que tu as tellement écouté tout le monde, puis que là, ça connecte sur quelques poignées de mots, là, 5 mots. Là, tu as compris l'ADN. Tu peux pas vraiment te tromper si l'identité visuelle, elle représente l'ADN. Puis c'est simple comme ça, parce qu'à la fin, avant de présenter quelque chose, si tu mets les 5 comme figure of speech, mais les 5 mots, puis tu regardes l'identité de marque, puis que tu vois que ça connecte, il y en a tout le temps qui vont dire: «Tu aurais dû faire ci, nanana, pourquoi tu ça, c'est normal». C'est subjectif là C'est aussi. Ouais. subjectif, mais il y a pas de dissonance entre ce que tu vois puis ce que tu as ressenti. Puis je pense que je vais toujours me rappeler du moment où le directeur de création avec qui je travaillais, il était à New York, puis il me disait: «Ah là, il voulait pas me montrer». Puis j'ai dit: «Moi, je m'en viens de voir à New York, puis tu vas m'amener dans ton bureau, puis tu vas me montrer tes 1000 sketchs». Il voulait pas, évidemment. «You're crazy, you're crazy». Hey, je m'en viens. Fait que là, puis c'était juste moi puis lui. Puis là, il m'a déroulé des affaires. J'ai juste scanné, puis j'ai fait boum! J'ai mis mon doigt dessus, puis il m'a regardé, puis il a souri parce que c'était probablement un de ses préférés. Il y avait juste pas, tu sais, en agence, tu veux pas montrer ton working, Le tu processus, veux pas ça. montrer, tu veux juste montrer peut-être 2 options ou juste ta recommandation. Puis il arrivait pas à choisir, tu sais. J'ai Mm. dit: «Hey, on va le faire ensemble. Arrête de me voir comme ta cliente. On est une équipe, là», tu sais. Quand j'ai mis mon doigt dessus, là, il y a vraiment eu un moment, son sourire était tellement authentique. J'ai dit: «Tu l'as trouvé, it's right there, je veux même pas voir les autres. C'est le bébé, c'est ça, c'est ça». Ça parlait d'ingénierie encore, tu sais. On est Oui, on vend des jets privés à des gens très fortunés, mais dans notre ADN, on est une entreprise, ça vient de J. Armand Bombardier, qui invente des produits innovateurs, qui les met sur le marché puis qui transforme une industrie. Bombardier, c'est ça depuis J. Armand. Quand tu regardes le logo qui est le Mach, tu sens le respect, les courbes, la vitesse, les lignes. Il y a un respect de l'intelligence de l'ingénieur. C'est pas juste pour faire plaisir à un milliardaire puis d'avoir l'air beau. Pas là. Il y a une, il y a Profondeur. une profondeur puis un héritage qui lève le chapeau à ces gens-là qui font ces produits-là puis qui les font aller plus vite, plus haut. Fait que ça, c'est numéro un. Puis après ça, tu prends ça, puis là, tu l'envoies vers les marques adorées des milliardaires. Patek Philippe, Ferrari, Mercedes, Goldman Sachs, Ritz-Carlton, tu sais, je pourrais t'en nommer Prada. Puis tu dis, mon logo, là, mon identité, est-ce qu'il a l'air à appartenir à ces autres logos-là oui. Fait que that's the cherry on top. Si on avait commencé par le client pour faire avaler ça par l'interne,
c'est garanti qu'on se serait trompé. On l'a fait interne, puis ça a l'air kitten, puis apple pie, mais c'est vraiment ça qu'on a fait. Le logo, il est là, l'identité visuelle était là pour donner de la fierté aux employés puis aux gens qui ont créé cette entreprise-là, la famille, tous les gens qui ont travaillé dans la création d'entreprise. Ça, là, c'était 90% de la job. Après ça, c'est de dire, ça fit-tu de l'autre côté? Si oui, fait que j'ai, ça a pris presque 2 ans, là. C'est long. Puis non, mais j'allais dire, j'invite les gens à aller voir le site web. Là, il y a une section sur l'image de marque, Ouais. puis une explication de l'image de marque, puis on voit l'intelligence puis la profondeur. Puis là, tu viens de dire ça a pris 2 ans comme processus. Là, tu m'as parlé du moment où tu as flyé à New York pour aller voir les sketchs, puis du moment où tu as fait les entrevues avec tous les stakeholders. Entre tout ça, il s'est passé beaucoup de choses. Vous avez travaillé avec l'agence Lippincott, qui, je crois, a fait, je pense, l'emblème de Walmart, la nouvelle image de Starbucks, c'est ça. Ouais. Il y a plein de bonnes agences là, dans le monde. Pourquoi Lippincott? Puis, qu'est-ce qui a bien été? Je sais que ça a super bien été, mais où est-ce que ça a accroché à certains moments? C'est quoi les apprentissages que tu as eus? Pourquoi Lippincott? Parce qu'il avait déjà travaillé avec Bombardier, puis ça avait bien été. Donc, l'entreprise était connue de plusieurs personnes sur le comité exécutif et respectée. Fait que là, ça m'enlevait une étape de moins. Là, je viens d'engager une nouvelle agence pour le Global 8000 qui est connue de personne. Alors, ça m'a quand même pris beaucoup d'étapes à les faire connaître, puis bâtir leur crédibilité. Tu sais, je veux dire, moi, on travaille en équipe chez Bombardier, on a un comité exécutif, on prend ces décisions-là en comité exécutif. Fait que là, j'avais pas cette étape-là. Quand j'ai dit, je vais travailler avec Lippincott, tout le monde a fait « Great, they're amazing, parfait ». Et aussi, ils connaissaient Une bataille de moins. Une bataille de moins. Ils connaissent l'aviation. Ça, l'aviation, c'est vraiment, vraiment compliqué, là. C'est une industrie très sérieuse, complexe, tout ça. Donc, ils connaissaient ça. Donc, ça m'aidait énormément. Puis, ils connaissaient le luxe. Ils connaissaient le luxe. Ils ont d'autres marques très, très prestigieuses dans leur portefeuille de clients. Fait que ça m'aidait à pas avoir à leur faire comprendre qui est ce qu'on appelle un ultra high net worth individual. Donc, les gens très, très fortunés, ils ont déjà tout ce persona-là, puis ils ont déjà travaillé sur des images de marque qui ont ces gens-là comme clientèle. Donc ça m'a vraiment aidé. On n'a pas eu de moments difficiles. On a eu des apprentissages en équipe. Je les adore. Tu vois, là, j'ai décidé de changer d'agence parce que je les ai vraiment adorés comme agence de création d'identité de marque. Mais j'étais convaincue que ça allait pas être la bonne agence pour lancer le prochain produit de Bombardier, puis ils l'ont pas mal pris. Ils n'ont même pas essayé de me vendre leur salade. Ils ont fait bravo, on s'appelle encore. Si je zoome in là-dessus, Ouais. qu'est-ce qui fait en sorte que tu voulais travailler avec une autre agence? Puis c'est quoi tes critères de sélection? J'ai fait un appel public. Je voulais une agence, encore une fois, qui avait travaillé avec le luxe, qui avait travaillé avec aucun de nos concurrents. Cette fois-ci, j'étais excitée de travailler avec une agence qui n'était pas dans l'aviation parce que quand vous allez voir notre lancement de campagne, qui va être probablement le 23 septembre, vous allez voir qu'on redéfinit l'industrie. Fait que je voulais pas une agence qui avait les paradigmes de l'aviation, tandis que pour la création de l'image de marque, j'avais besoin de ça. Mais là, je voulais l'inverse. Et finalement, j'ai rencontré une firme. Nous, dans les entreprises de luxe qui représentent particulièrement bien nos clients, il y a Patek Philippe. Patek Philippe, c'est une marque de montres. Puis ils font des publicités. En fait, ils ont redéfini les publicités aussi dans le monde, dans la monde de luxe. Leurs pubs sont connus à travers le monde. Quand je parlais aux vendeurs de Bombardier, je disais, je vais créer une nouvelle pub. Ah, tu devrais, regarde ce que Patek Philippe, tout le temps Patek Philippe, nos clients, ils demandent Patek Philippe. Ben, quand je suis tombée en amour avec une agence, c'est l'agence qui a fait les pubs de Patek Philippe. Fait que moi, là, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Ils sont à Londres. Ça aussi, pour moi, c'est important. Nos clients très fortunés quand ils sont en Europe, sont beaucoup à Londres. Sinon, ils sont dans les Émirats. Sinon, fait que Londres, c'est un hub d'agences qui connaissent très bien le luxe, puis très bien ces clients-là, qui sont vraiment particuliers, plus difficiles à atteindre, plus difficiles à convaincre, blablabla. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi ma nouvelle agence qui s'appelle Legis Delaney, de la création. Puis Tim Delaney a été directeur de création pour Patek Philippe, puis il est encore très impliqué dans
dans cette compagnie-là. On a hâte de voir ça. Wow. Ouais, Je reviens à l'image de marque. ouais. Fait que là, on a choisi l'agence. On n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Toi, tu es convaincu aussi. Ouais. Le brief. À quoi ressemble le brief? Moi, j'étais en agence avant. Là, j'ai déjà reçu des briefs de 3 mots. Make something amazing. Puis j'ai déjà reçu des briefs de 10 pages où est-ce que il dit quasiment quoi faire. Votre brief ressemblait à quoi? C'est drôle parce que, tu sais, j'ai laissé justement, quand on dit enable your team, moi, j'ai laissé mon équipe faire un brief. Puis je me suis rendu compte que dans mon équipe, il y a juste une personne qui a déjà travaillé en agence. C'est parce que quand j'ai reçu mon brief, j'avais l'impression que c'était un brief qui est un brief pour comment faire un avion. Il devait avoir 45 pages, 250 mots-clés. Je veux dire, c'était zéro inspirant. C'était Technique. C'était technique, c'était débrouille-toi là-dedans pour trouver la direction. Tu sais. Puis je dis pas ça pour ridiculiser. Tout ce que je dis dans le podcast, j'ai dit à mon équipe, hey guys, c'est pas ça un brief. Tu sais. Alors là, j'ai fait un dessin. Comme tu sais, quand tu dis, moi j'ai fait un dessin que vous allez voir si vous allez sur le site web, je suis sûre qu'il est là parce que j'ai mis notre ancien logo, qui n'était pas vraiment un logo, c'était juste écrit Bombardier en lettres majuscules, puis dans un cercle, puis du côté gauche, j'ai mis tous nos concurrents. Gulfstream, Dassault, Embraer, papa. Puis de l'autre côté, j'ai mis toutes les marques de luxe qu'on a discuté tout à l'heure et plus. Et des marques de luxe que je trouve belles en plus, qui ont une belle identité visuelle. Donc, par exemple, Ferrari, dont Mercedes, qui des fois utilise juste le symbole sans le Mercedes, parce que ça faisait partie de mon brief. Éventuellement, si notre marque est assez forte, j'aurais plus besoin d'écrire Bombardier, je vais juste avoir le Mac. J'ai dit à mon agence, il faut qu'on fit d'un côté et de l'autre. On est les seuls au monde qui va avoir un logo qui appartient et à l'industrie de l'aviation, aux pilotes, aux directeurs de maintenance, aux ingénieurs qui vont dire waouh, ça c'est. Puis qui va faire waouh, moi j'ai une Patek, puis quelle belle entreprise de luxe, Bombardier, c'est une marque de luxe. C'était ça le brief. Tout le reste, là. Puis c'était ça. C'était vraiment ça. C'était comme. Fait que c'était plus du côté inspiration que du côté comme les détails, détails trop techniques. Exactement. Puis, mais aussi, outre la conclusion, puis le résultat, c'était dans notre manière de travailler. Ça, j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé plus de temps, 2 heures, un meeting, tout le monde de l'agence, tout le monde de mon équipe qui allait être impliqué. Comment on travaille ensemble? C'est quoi la gouvernance? Qui approuve quoi? V1, V2, V10. C'est comme, à quel moment, moi, je vois quelque chose? Puis j'avais pas les réponses, by the way. On s'est fait notre charter, comment on va travailler ensemble. Ça, s'il vous plaît, il faut le faire à chaque projet, avec toutes les agences. C'est la bonne manière. On focus sur le brief, mais c'est pas sur le comment on va travailler ensemble. C'est le plus important. Est-ce que tu l'as établi au début ou est-ce qu'à un moment donné, tu sentais que comme... Au début. OK. Même presque avant le brief. Tu avais déjà cette sagesse-là de dire il va y avoir tellement de personnes impliquées, il va falloir créer des paliers. Ouais. J'ai dit à mon équipe, quand l'agence sent que... Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris en agence puis que j'ai été très frustrée quand le client dilue tout ce que tu y envoies, que tu as l'impression que là, finalement, tu vas leur livrer quelque chose qui est tellement moins bon. Que, on l'a tous vécu, ça. Fait que moi, j'ai dit à mon équipe, j'ai été du côté agence. On ne va pas être ce client-là. Là. Ça ne veut pas dire qu'on va tout aimer ce que l'agence va nous donner, mais vous n'allez pas tout le temps filtrer cela avant que moi, je vois quelque chose. Je fais partie de l'équipe de travail. Ils nous présentent quelque chose, on réagit tout le monde ensemble, mais quand je vois quelque chose, ça n'a pas été filtré. On le voit ensemble, on réagit ensemble, puis on donne une session de feedback au client. Pas go back avant que je le monte à ma boss. Ça, c'est non. Puis, à n'importe quel moment, l'agence peut m'appeler et me dire on a un enjeu. Ça ne marche pas. Ou vous pouvez me dire Ève, on a un enjeu, ça ne marche pas. Comme au début, je dis il faut travailler ensemble. On est une équipe. Ça a été déterminant parce qu'on a été capable d'être. Puis, tu sais, ça a été très, très, très émotif, là, ce changement de logo-là. Mais il n'y en a pas eu de friction avec l'agence. On avait un charter de comment travailler ensemble. J'ai demandé à l'agence la question qu'est-ce qu'il faut faire pour vous laisser livrer le meilleur de vous-même
que vous êtes jamais capable de faire parce que les clients font tout le temps, tu sais, là, dites-nous qu'est-ce qui vous frustre de travailler avec un client comme ça. Nous, on ne veut pas le faire. Je veux pas, à la fin, entendre l'agence dire ça aurait pu être meilleur, mais à cause de vous. Non, non. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à ces questions-là? Justement, filtre pas. Montre à la decision maker, celle qui va prendre la décision, le travail dès le départ. Laisse-nous travailler. Donne-nous pas des faux délais. Classique. Classique. Tu as dit mardi prochain. Moi, ma présentation, c'est dans 3 semaines. Bah, je voulais nous donner du temps. Mais on n'a pas de besoin de temps. Eux, ils ont besoin de temps pour faire leur travail. Tu sais. Fait que, puis ça, ça, je l'ai appris en agence. Je l'ai appris en agence avec. On l'a tout vécu, là, le client qui te demande de rusher, tu rushes, puis après ça, tu n'as plus de nouvelles pendant une semaine. Il voulait juste lui enlever ça ou elle enlever ça de ta liste de to-do. Comment tu penses que tu vas avoir le meilleur travail dans l'agence si tu les laisses travailler comme ça? Donc, Non, puis ça établit pas une relation de confiance de et cette façon-là. voilà. C'est qui le signataire final là, qui donne le OK final dans votre cas? Le conseil d'administration. Puis là, tu sais, je suis très transparente dans une situation normale, je dirais, d'une entreprise qui n'est pas une entreprise Coté en régulière, bourse. non familiale aussi. Fait que A, coté en bourse, mais B, l'actionnaire principal de la compagnie, c'est la famille Bombardier-Baudouin. Puis ça a été d'une grande sagesse, encore une fois, de Éric Martel, le PDG, parce que c'est à lui d'approuver final. Mais lui m'a dit, par respect pour le conseil d'administration, je veux que tu ailles présenter au conseil d'administration. Là, tu as le go de ton PDG, mais là, il faut que tu ailles présenter à ton conseil d'administration. Tu vas présenter à ton conseil. Puis là, Pierre Baudouin, qui est le chairman du conseil, tout le monde, bravo, bravo, on l'adore, félicitations. Puis là, Pierre m'appelle le lendemain, good job, il faut que tu ailles présenter ça à Laurent, mon père. Oh my God. C'est jamais fini. Ben ça, c'est particulier de chez Bombardier, mais en même temps, ça te montre l'authenticité de la culture que je parlais puis des valeurs. La famille est vraiment importante. Tu sais, la famille a pris des grosses décisions pour garder cette entreprise-là au Québec et encore derrière l'entreprise, croient en l'entreprise. Fait qu'à un moment donné, ils font partie des décisions. Est-ce que la première version qu'ils ont vue, c'est la version qu'on connaît aujourd'hui? La première version qu'Éric Martel a vue, c'est définitivement Ok. pas la. Si vous aviez vu ça, vous m'auriez dit, elle était bien incompétente, c'est bien laid. Parce que, à un moment donné, dans mon premier 3 mois, j'étais là, je l'ai trouvé. Je veux même pas qu'il y ait jamais personne. Faut jamais que ça sorte, ce logo-là, il est brûlé quelque part. Je peux pas croire que je pensais que ça c'était mais c'était ma première vraie grosse transformation comme ça. Puis encore une fois, c'est un de mes collègues, Jean-Christophe Gallagher, que lui l'a vu, puis il était là, mais voyons donc, Ève, la typographie, c'est important. Important. Non, non, là, t'as passé combien d'heures à parler de typographie? Clairement pas assez. Tu sais. Fait que, il y a juste eu une version qui a été montrée à certains de mes collègues et à Eric. Puis après ça, il y a eu cette version-là, puis là, ça a passé toutes les étapes. Tout le monde est tombé en amour. Tout le monde est tombé en amour. Puis Laurent Baudouin, lui, après que j'avais fait le Monsieur Baudouin, puis là, il m'a parlé de mon pitch, puis il voulait juste voir. Puis il a dit, vous avez fait du bon travail. Fini. C'est ça sa phrase. Après ça, il a dit, j'aimerais vraiment ça et Pierre, qu'on le monte à toute la famille. Donc ça a été un beau moment parce que le déploiement mondial de la marque, c'était comme, mettons, un mercredi. Pierre m'a dit, le mardi, j'aimerais qu'on invite tous les enfants de J. Armand Bombardier, sont encore tous en vie. Il y en a 4. Mari et femme et leurs enfants à un dévoilement sous embargo à l'usine de Bombardier pour que la famille s'approprie ce logo-là avant le lancement qui est demain. Fait qu'on a fait ça. Incroyable. Ouais, une autre étape. Ouais. Il y a eu bien des étapes. Fait qu'est-ce que l'annonce interne et externe s'est passée en même temps? Ouais. Fait que les employés, ils ont vu ça en même temps que le reste de l'univers. Ouais, exact. C'était quoi la réaction? Il y a du monde qui ont pleuré. Vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui pleure dans la vie, mais à un moment donné, j'avais le trémolo parce qu'il y avait comme plein d'employés qui venaient me serrer la main et qui me disaient j'ai hâte de porter le logo. Écoute, je te dirais 95% de la réaction a été juste beaucoup plus positive. Ça a tellement bien été. Il y en a d'autres qui disent il me semble que moi, je vois tel logo. Il me semble que ça a déjà été. C'est sûr qu'il y a des esprits critiques qui ne seront jamais satisfaits de. C'est correct. Surtout à 19 000 employés. Ben oui. Ouais. Puis des clients aussi, comme je te dis, nos clients sont partout dans le monde. Puis un milliardaire américain, un milliardaire européen, ils n'ont pas grand-chose en commun. Là, fait que. Ouais. Puis il y a quelques personnes récemment, tu vois, là, ça fait presque 1 an et demi que la marque est sortie.
qui me disait « Hey Eve, by the way, quand la marque est sortie, je l'ai détestée, puis maintenant je l'adore. » On tombe en amour avec. Mais il y en a qui ouais. l'haïssaient au début, puis Ouais. qui m'ont dit « Moi, là, tu le sais pas, là, mais j'ai écrit à ton boss, puis j'ai dit « What the hell? » Puis, you know, I take it back, là. Là, ça fait 1 an, là, puis hey, là, je l'aime. Mm. C'est juste que des fois, on est aussi attaché à quelque chose du passé, tu sais. Fait qu'il y a eu quand même des gens qui l'ont pas aimé, qui l'aiment maintenant, puis peut-être évidemment qu'il y a encore des gens qui l'aiment pas. Ben, c'est Fait que sûr, ça, c'est sûr. Non, c'est sûr que c'est oui. quand même un shift. Je veux dire, on passe de lettres très bold, Ouais. très carré, majuscule, puis là, on passe vers quelque chose d'un peu plus dans l'élégance. Fait que là, le travail est complété, c'est annoncé, Ouais. c'est un succès. À partir de là, c'est quoi l'ambition? Tu sais, c'est quoi, comment est-ce qu'on mesure, admettons, est-ce que ça a eu un impact positif ou pas sur la clientèle, sur les ventes, sur la perception? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Ben, si je commence par les employés, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'on n'a pas le budget d'acheter du merch, là, tu sais, des produits promotionnels à 19 000 employés, là. Puis quand je fais des tournées d'usine, je veux dire, j'ai l'impression qu'une personne sur 3, c'est pas une personne sur 2 porte notre logo. Ils se sont fait faire leur propre T-shirt. Wow. Ouais. Il y en a qui m'envoient des photos de château de sable qui est fait en mock pendant des vacances. Je veux dire, je reçois. Incroyable. Il y a une fille l'autre fois dans une usine aux États-Unis, elle avait des collants du logo sur ses ongles. Elle était là, hey, Madame Laurier, regardez. Fait qu'il y a ça. Tu sais, ça, tu le touches, tu le vois, tu le sens. Ça, c'est au niveau des employés. Après ça, ce qui commence à être intéressant, puis ça, c'est une grande ambition que moi j'ai. Je suis dans le balbutiement de ça. J'apprends beaucoup du co-branding. Fait que des partenariats. Puis des vrais partenariats, c'est pas des commandites. Des vrais partenariats, il n'y a pas vraiment d'échange d'argent. Il y a ta marque a beaucoup, beaucoup d'équité de marque. Ma marque a beaucoup d'équité de marque. Faisons quelque chose ensemble. Puis les coûts pour faire ça, on va les splitter à 2. Puis le résultat, ça va être du love envers notre marque. C'est génial. C'est ce qu'on voit un petit peu dans le monde du fashion. C'est ce qu'on voit dans plein Ouais. oui, mais dans le monde du fashion, oui, des collabs, tu sais. Mhm. Nous, là, j'étais pas capable de faire des collabs. Il fallait que je cogne à la porte. Puis j'étais comme, hey, telle entreprise de luxe, tu sais, j'aimerais ça. Peut-être tu pourrais faire des sacs, tu sais, en utilisant le nom Bombardier. Puis tout le monde, personne ne voulait mettre le logo nulle part, là. Là, j'ai vraiment, je peux pas dire avec qui, mais vous allez voir des annonces dans la prochaine année. Je parle à des grandes, grandes, grandes marques connues mondialement dans le luxe. Ça peut être dans le fashion, mais des fois, ça peut être dans l'hôtellerie. Ça peut, tu sais, j'ai nommé plein de marques tout à l'heure qui disent, ouais, nos marques, on devrait. Puis là, on met nos gens de création ensemble, puis on parle plus contractuellement. On parle plus de ça. Là. On a 2 belles marques, puis it makes sense qu'on les marie ensemble. Tu sais. Fait que là, après ça, ma vraie ambition, puis ça, c'est peut-être que je me lance trop loin là-dedans, mais tu sais, je vais te donner un exemple, là, mais je pense qu'il y a certaines choses qui me coûtent beaucoup d'argent en ce moment, là, dans mon budget à moi, qui éventuellement, non seulement vont me rien coûter, mais je vais faire de l'argent avec. Fait que comme du merch, tu sais. Mhm. Là, je suis en train de faire des produits qui sont vraiment beaux avec le nouveau Mach de Bombardier. Vous allez les voir bientôt. Là. J'ai trouvé des cuirs qu'on ne peut pas utiliser dans nos avions parce que c'est des retailles. Fait qu'on a fait faire par Want les essentiels, des sacs, des accessoires de voyage, tout ça. Là, ça, je vais commencer à les vendre. Tu sais. Mais les vraies marques, là, comme les Riva de ce monde qui font des bateaux, les Ferrari, même Harley Davidson, font énormément d'argent dans leur boutique en ligne. Mais moi, c'était impossible. Il n'y a personne qui voulait mettre un. J'avais pas le bon véhicule. Tu sais. Là, je commence à avoir un véhicule pour. Tu peux peut-être pas t'acheter un avion à 75 millions de dollars US, mais tu peux t'acheter un sac de laptop fait avec le plus beau cuir du monde qui va te coûter 350 dollars canadiens. C'est le fun parce que maintenant, tu as les assets pour faire ça. Tu as le bon véhicule, comme tu dis. C'est ça. Ouais. Ben ça, c'est, fait que moi, ma vision, c'est que là, mon CFO est tout le temps crampé parce qu'il dit, toi, tu vas devenir un centre de revenus. Puis je suis comme, ouais. Ou au moins, je vais payer pour mes propres. Je vais faire assez d'argent avec la marque parce que c'est une marque porteuse extraordinaire que je vais être capable de payer mes propres affaires. Puis ce que je paye full price en ce moment, je vais le payer moins cher parce que je vais faire du troc. Tu as parlé tantôt, je reviens à l'équipe, tu as parlé de tous les départements. J'ai pas entendu les ventes. Fait que là, ce que je comprends, c'est que les ventes, c'est un département qui relève pas de toi directement. Exact. C'est quoi la synergie entre le marketing, communication
et les ventes, puis comment vous vous assurez qu'il y a une cohérence dans le message qui sort de ce côté-là. Puis en fait, je pourrais poser la question pour tous les départements. Oui, mais le département de vente, c'est particulièrement important. Ça a été très épineux. Je pense que c'est épineux encore dans plein de compagnies. Les ventes veulent beaucoup d'argent pour faire du très court terme. Le marketing veut faire de l'équité de marque, ça prend du long terme. Tu n'es pas capable de prouver le ROI tout de suite. Fait que quand tu mets de l'argent sur des pubs qui ne vont pas vendre un avion tout de suite, les gens de vente vont dire on ne vend pas des avions, c'est à cause de toi. Mais ça, c'est dans toutes C'est les le compagnies. classique Là, performance classique, versus je brand. ne l'ai pas inventé. Encore une fois, avec la sagesse de mon collègue partenaire sur le comité exécutif qui est en charge des ventes, lui m'a suggéré d'aller me chercher quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe des ventes, mais qui était très, très apprécié, un ingénieur qui connaît très, très bien le produit, mais qui a vraiment le knack marketing. Il a la fibre, il adore les médias sociaux, il suit les trends. Fait que je suis allée mettre quelqu'un dans mon équipe pour soutenir les ventes. Puis j'ai maintenant toute une équipe qui s'appelle l'équipe de produits marketing. Fait que j'ai peut-être 10 personnes qui sont là pour soutenir les ventes, pour dire qu'est-ce que tu as besoin comme outil qui va t'aider à vendre des avions dans ta région, dans tel mois, pour tel événement. Puis ils créent du contenu pour eux, des brochures, des newsletters, de la réalité virtuelle, whatever. Eux sont vraiment là pour soutenir les ventes, pour que les ventes soient plus vite que la concurrence, puis qu'il y ait des outils qui sont vraiment très, très. Puis ils tournent du contenu très rapide. Là, les vidéos qu'ils font, puis les médias sociaux qu'ils font, il n'y a pas de V8, là, il y a un V2, puis allez. C'est pas ça qui va bâtir ma marque, mais c'est ça que le gars a besoin parce qu'il s'en va dans un événement, il va avoir 30 milliardaires, tout le monde va lui poser des questions, puis il va avoir 3 vidéos malades mentales pour dire check, c'est ça que ça fait le global, check, c'est ça que ça fait. Fait que là, j'ai plus de. On tire plus les ressources. Les lignes sont très, très claires, puis tout le monde se sent supporté. Fait que pendant que je suis en train de bâtir la marque, il y a moins de frustration des gens de vente parce que là, finalement, ben, je les nourris. Là, they're taken care of. Le storytelling, Oui, c'est une storyteller. je sais pas, mais j'aime ça. Mais l'humain a un besoin profond de raconter des histoires et d'entendre des histoires. Comment, de ton côté, tu fais pour structurer, prioriser, choisir les bonnes histoires à raconter d'un point de vue brand ou marketing, sachant que tu pourrais parler d'éco-responsabilité, de nouveaux produits, des histoires de clients, des histoires d'employés. Tu sais, il y a tellement de choses à raconter dans une entreprise comme la vôtre. Comment tu fais pour structurer tes idées puis choisir à un moment donné? Ben, tu vois, là, si tu demandais à mon équipe de me donner une note là-dessus, ils diraient 4 sur 10. Parce que justement, puis une chance, ils sont là, tu sais, c'est un filtre extraordinaire pour moi, là, parce que des fois, ils sont comme, t'essayes de tout dire en même temps à tout le monde, puis ils ont raison. C'est que moi, je viens de rentrer, on dirait que je viens d'arriver chez Bombardier, même si ça fait 5 ans, mais je suis impressionnée par tellement d'affaires que j'ai juste le goût d'amener le public, la caméra, les parties dans mes yeux pour qu'ils voient ce que je vois. Tu sais, je suis émerveillée de cette organisation-là. Fait que des fois, j'ai pas assez de recul, justement, puis c'est pas assez stratégique ou c'est pas le bon moment ou whatever. Fait que moi, je lance toutes mes idées. J'ai bâti une agence à l'interne, ça aussi, c'est une belle décision. Je suis super contente de ça. Fait que, il s'appelle Donny, c'est notre directeur de l'agence, puis il y a comme peut-être 6 infographes, 3 vidéographes, puis il y a une project manager qui travaille avec lui. Puis c'est à eux que je lance mes idées. Puis mes idées passent dans le tordeur. Mm. Puis c'est oui ou c'est non, mais c'est pas moi qui demande, c'est moi qui suggère. Mais je pense que j'ai quand même la bonne intuition. Puis l'intuition, c'est le poil qui lève parler d'éco-responsabilité. Je disais, quel terme? Mm. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'on veut parler. T'sais. On veut parler de l'importance qu'on fait dans tous les gestes qu'on fait pour essayer de minimiser l'impact qu'on a sur l'environnement. Puis on est capable de montrer l'éco-responsabilité dans des gestes anodins au jour le jour que quelqu'un est en train de faire dans une usine que tu peux capturer sur caméra. Voici un bon exemple. Oui, on a notre bulletin ou notre rapport d'éco-responsabilité qui doit avoir 40 pages, puis qui est léché, puis qui est magnifique, puis qui prend 6 mois à faire, puis c'est super important de l'avoir pour les investisseurs. On est une compagnie publique. Mais c'est pas ça qui va prouver ou éduquer sur qu'est-ce qu'on fait en éco-responsabilité, monsieur et madame tout le monde et nos clients. Là. Alors, c'est d'y aller avec qu'est-ce qui parle à notre cœur, pas à notre tête.
C'est simple, mais puis c'est de produire aussi, tu sais. Moi, je remarque que le taux d'engagement, moi, j'en pose beaucoup de choses sur LinkedIn, sur Instagram, ça. Le taux d'engagement des vidéos ou des histoires que je raconte qui sont le plus off the cuff, ça monte. Quand je fais des vidéos qui prennent 2 mois à faire parce qu'on a fait la musique parfaite, les titres parfaits, nanana. Le monde veut quelque chose de vrai, de proche d'eux, Ouais, quasiment behind the scene. full behind the Ouais. scenes. C'est pour ça que moi, j'ai pris une stratégie. On a l'Instagram Bombardier, on a le LinkedIn Bombardier, mais on a un Instagram. Mais moi, j'ai un Instagram qui s'appelle Ève Laurier Beyond the Jet, je pense. Là. Vous allez le trouver, mais ça, c'est quand moi, je voyage. C'est des selfies, c'est des photos d'avion, c'est quelqu'un qui rentre dans un avion que je suis comme, oh my God, c'est tellement cool. C'est vraiment on catch un moment, puis je le poste sans filtre, ça me prend 3 secondes à faire. C'est ça que les gens aiment. On peut pas juste avoir ça non plus. On est une image de marque. Fait que sur le Instagram Bombardier puis le LinkedIn Bombardier, c'est plus à la hauteur de notre marque, mais on a les deux vitesses. Tu as parlé d'une agence interne. Tu as aussi une équipe de production à l'interne, Ouais. fait que réalisateur, monteur, productrice, studio manager. Vous avez gagné un Telly Award. Ouais. Félicitations. Merci. Félicitations à l'équipe. Ouais, meritorious. On n'a pas gagné Cannes. L'année prochaine. Ouais. L'année prochaine. Pourquoi est-ce que tu jettes... Premièrement, en fait, la conversation entourant l'agence interne, Ouais. qu'est-ce qui... Parce que ça, c'est comme, on dirait, deux philosophies là, Ouais. dans les entreprises. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que ça, ce serait un atout pour votre entreprise puis pour vos communications? Ben, l'argent. La première chose, là, moi, j'ai fait comme, ben voyons, c'est quoi ces factures-là? Puis on en a combien de fournisseurs de production, puis d'infographes, puis de... Fait qu'à un moment donné, j'ai vraiment demandé à la personne qui est en charge des finances pour mon équipe de dire, sors-moi tous les fournisseurs du type producteur, créateur. On a utilisé dans les 3 dernières années. Je veux tous les noms, puis je veux les dollars. Premièrement, il y avait beaucoup trop de noms dans la liste. Fait qu'on utilisait beaucoup de compagnies, fait que pas d'économie d'échelle. Deuxièmement, à chaque année, là, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Puis, je pense que tu es plus efficace quand tu as plein d'agences, mais ça prend de la gestion pour ces agences-là. Fait que c'est pas plus efficace. En plus de ça, j'avais quelqu'un dans mon équipe qui était super bon, qui est Danny, qui est maintenant en charge de notre agence interne, de notre studio interne. Puis j'ai dit, ça te tente-tu de relever le défi? Je me rappelle, on était à Vegas, puis j'ai dit, ça te tente-tu? Puis il était comme, ah, je sais pas comment faire. J'ai dit, garde, c'est pas compliqué, je vais couper. Tu as besoin de 2 staffs, mettons, pour commencer. Voici les salaires du staff. Fait que je vais aller voir le CFO, puis j'avais pas le droit d'engager du monde. Fait que mettons que j'invente un chiffre, là, OK, juste pour, c'est 60 000. J'ai dit 60 000 pour quelqu'un, ça veut dire qu'il faut 120 000 de coûts d'agence. Je vais aller voir mon CFO, puis je vais lui dire, si je te coupe 120 000 2 fois d'agence en 1 an, me laisses-tu engager 2 personnes à 60 000? Il a dit oui. Mais à chaque mois, il fallait tracker. Mais là, on est rendu à 9. Fait que les agences qui ont beaucoup travaillé avec Bombardier, surtout du côté infographie, tout ça en ce moment, ils le savent. Là, je veux dire, j'ai ramené ça à l'interne. Mais des fois, on est beaucoup trop occupé aussi, puis on a encore besoin de ces agences-là. Où il y a certaines choses pour lesquelles ça ne vaut pas la peine d'avoir le talent à l'interne, ça va coûter beaucoup trop cher, puis on ne l'utilisera pas assez. Fait on utilise encore des Fait que ça reste un mix aussi. C'est un mix, puis ça va tellement plus rapidement aussi. Je veux dire que... Ben, et puis j'imagine aussi parce que vous n'êtes pas dans une industrie la plus facile aussi. Il y a beaucoup de connaissances à avoir, il y a beaucoup de produits différents. C'est compliqué. Fait que d'avoir que du monde à l'interne qui connaissent vraiment bien la marque, puis les subtilités de chacun des produits, j'imagine que ça peut aider. C'est des gens techniques. Ouais. Ça prend. Mais on avait des agences qui étaient rendues là aussi. Là, ça faisait assez longtemps qu'ils travaillaient chez Bombardier, mais financièrement, ça vaut la peine. Puis au niveau de l'efficacité aussi, ça vaut la peine. Là, puis c'est le fun d'avoir une agence à l'interne, un studio. Là, on a beaucoup de plaisir. Tu as parlé rapidement de personal branding, de ta page Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au sein de l'organisation qui créent du contenu par eux-mêmes, là, disons, là, que ça soit dans un congrès, que ça soit au bureau, que ça soit... Fait qu'est-ce que tu juges que c'est important que ça soit pas juste la marque qui communique au monde, mais que ça soit les gens à l'intérieur de l'entreprise? Absolument. Puis si oui, comment t'assures? Est-ce qu'il y a un niveau de contrôle? Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui watch ça, puis qui regarde, puis qui lève certains flags? Comment vous gérez ça? Parce que moi, je parle avec beaucoup de personnes dans les entreprises. Il y en a beaucoup qui ont la volonté,
parce que c'est un atout incroyable, là, tu sais, imagine, là, de comme Ah oui, 10, 20, 30, 100, 150 personnes qui vont parler de ta marque. Puis les gens connectent beaucoup plus avec les gens qu'avec un logo, par exemple. exact. Mais ils ont peur. Ils ont toujours cette peur-là de est-ce qu'on va perdre le contrôle sur le message. Comment vous gérez ça de votre côté? Oui, puis quand je suis arrivée chez Bombardier, il n'y en avait pas du tout de contenu sur les médias sociaux. Les gens voulaient pas s'exposer pour toutes sortes de raisons, pas juste mais parce que aussi les gens, la population juste au Canada, mais était comme un peu en grogne contre l'entreprise. Mais là, moi, j'ai vraiment, tu sais, on a ouvert les valves de ça. En ce moment, un outil, là, j'oublie le nom, là, mais on a un outil où on va mettre du contenu que nous, on fait au marketing. Puis, les gens avec leur téléphone cellulaire sont capables d'aller chercher le contenu qu'ils aiment, puis le publier, c'est écrit, tu sais, publie sur Facebook, TikTok, YouTube, tu le publies, puis là, tu mets tu sais, ton commentaire, puis tout ça. Fait que le commentaire est éditorial, mais le contenu est souvent créé par nous, je te dirais à 90 du temps. Alors, c'est incroyable, là, tu sais, même Éric Martel, il est assez des fois, on le script, mais rarement. Il va nous dire ce qu'il veut, puis on va l'écrire pour lui juste parce qu'il a pas le temps, là, d'aller sur LinkedIn. Mais les gens sur le comité exécutif, nos employés, ont pris d'assaut les médias sociaux avec beaucoup de fierté. J'ai eu des petits flags à lever, mais beaucoup moins qu'on peut s'imaginer. Je pense qu'on commence à être de plus en plus on commence à comprendre de plus en plus les dangers des médias sociaux, là. Ça fait pas 5 ans, là. Alors les gens font beaucoup plus attention ou s'ils veulent pas publier leur propre opinion, leurs propres commentaires, au moins ils ont du contenu approuvé, puis ça, ils vont le mettre beaucoup sur leur plateforme. Fait que ça va super bien. Ça, je trouve ça intéressant comme tactique. Ça vient éliminer une certaine partie de subjectivité de ce que je peux montrer, je peux pas montrer. Il y a comme déjà un layer d'approbation sur une base de C'est ça, contenu, puis les gens peuvent aller piger dans les histoires qui font le plus de sens pour eux. exact. Super belle idée. C'est rendu impossible de faire ce podcast-là sans au moins aborder un petit peu l'intelligence artificielle. C'est drôle, je regardais une de tes vidéos, je pense en 2018. Tu faisais une présentation sur l'indice de, rappelle-moi, L'indice de l'indice de confiance. confiance de Edelman, puis Ouais. tu as parlé d'intelligence artificielle. Euh, Ça a vraiment, c'est drôle, là, je veux dire, la perception des gens, là, il y a certains propos qui ont mal vieilli. Ouais. Mais aujourd'hui, chez Bombardier, plus spécifiquement peut-être dans le département des coms, parce que je suis sûr que c'est utilisé across the board, l'intelligence artificielle dans les différents départements. En com, est-ce que, premièrement, c'est quoi la posture? C'est quoi la philosophie? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on embarque all-in? Est-ce qu'on fait attention? Puis si on embarque, qu'est-ce qu'on fait? Ben écoute, tu sais, quand je te disais tout à l'heure que l'équipe est vraiment forte, là, tu sais, Marc Maslouk, qui est le Senior Director des coms, lui, je sais qu'il adore utiliser les outils d'intelligence artificielle, puis il les utilise comme il a besoin pour faire son travail bien. Moi, je parle encore de SEO puis SEM, right? Comme étant genre, ouh, c'est un nouveau concept. Fait que je suis vraiment déconnectée de l'intelligence artificielle dans le sens de l'utiliser. Je lis beaucoup là-dessus, ça m'intéresse. On en parle beaucoup sur le comité exécutif. On a des outils de plus en plus en ingénierie, en design industriel, en vente même. Mon équipe du marketing dans l'achat publicitaire, dans les personas, communiqué de presse. Je sais que les gens l'utilisent. Moi, personnellement, je suis pas dans l'utilisation, je suis dans la réflexion, dans l'apprentissage de qu'est-ce que ça peut faire. Moi, je mets pas mes mains là-dedans. That's just the way I feel about it. C'est pas que je suis pas réfractaire, c'est juste ça m'intéresse pas. J'adore rédiger mes propres communiqués de presse comme sur une page blanche. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon équipe qui utilisent ça, puis j'ai zéro flag, là. C'est go, go, faster, faster, le plus que tu veux. Puis n'importe qui me dit je veux approfondir en intelligence artificielle, appelle le Mila, tu sais, je veux dire, je connais les outils. Fait que Bombardier, comme organisation, a une posture très active, très ouverte, très what's next, let's go, perdons pas de temps au niveau de l'intelligence artificielle. Mon équipe, là aussi, je suis un petit peu la seule qui est comme je dis, tu sais, je le comprends très bien, j'adore lire là-dessus, j'écoute plein de podcasts là-dessus, mais I don't dabble moi-même. Je suis vieille. On enregistre cet épisode, on est en juillet Oui. 2025. Qu'est-ce que Eve, tantôt on a parlé de growth mindset, qu'est-ce que Eve fait pour sortir de sa zone de confort puis pour continuer à grandir, évoluer?
Ben, moi, j'ai toujours fait beaucoup d'introspection, là. Alors, c'est pas nouveau pour moi. Je suis toujours en train de me dire, tu sais, je reviens au début de notre conversation quand on parlait que moi, je suis bonne dans les gros défis. Alors, je suis toujours en train de me dire, bon, ben, c'est quoi le prochain gros défi à l'intérieur de mon organisation chez Bombardier? Je réfléchis beaucoup à ça, tu sais, qu'est-ce que je peux faire encore chez Bombardier qui va donner à Bombardier le meilleur impact que je suis capable de leur donner. Je suis toujours en train de réfléchir à ça parce que c'est ma passion. Puis il y a encore plein de choses à faire chez Bombardier. Fait que je suis très optimiste. Là, on lance le Global 8000. C'est pas rien de lancer un nouvel avion. C'est le premier avion civil qui vole, qui est allé Mach 1, donc supersonique. Je peux pas manquer ma shot, là. J'ai pas beaucoup de budget parce qu'on n'a pas les budgets des autres grandes entreprises. On est quand même attention. Alors, je suis vraiment dans un mode full créativité. Comment que la planète va savoir que le Global 8000 existe avec pas tant de budget que ça. Alors, je suis beaucoup en mode exploratoire aussi. Là. Je voyage par plein d'autres CMO. I'm reaching out. Il y a un CMO sur 4 qui me répond. Fait que quand ils me répondent, je veux juste comment toi t'as fait, qu'est-ce que tu ferais, as-tu des conseils? Fait que je suis beaucoup là-dedans en ce moment. Puis c'est ça. Beaucoup de plaisir aussi à juste suivre qu'est-ce qui se passe chez Bombardier. Là. Quand je vais ouvrir mon téléphone, on va voir si c'est monté ou on baissé, on sait jamais. On sait jamais. Eve, un gros merci. Un message pour la future génération de leaders, hommes, femmes, les personnes qui se lancent, là, qui embarquent peut-être sur le marché professionnel, spécifiquement en communication, en marketing. Quel message tu lances à ces personnes-là? Ou un conseil? Ben, je veux dire, j'ai parlé de beaucoup de choses de ma philosophie. Fait que je pense que, mais je remarque vraiment que cette génération-là rentre dans les entreprises avec une philosophie de growth mindset. C'est une génération qui veut avoir un impact. C'est une génération qui veut s'amuser en ayant un impact. Je trouve ça génial. Alors moi, c'est continuer dans la vibe que je trouve que vous nous amenez parce que je trouve que ça fait du bien. Là, tu sais, je trouve que la génération qu'on engage en ce moment, les stagiaires qui rentrent, sont pas intimidés par la grosse structure corporative, sont très authentiques. Tu sais, moi, il y en a qui viennent me voir, Madame Laurier, je veux juste vous dire qu'un jour, je vais prendre votre job. Je suis comme, all right, c'est malade. Alors, continuez à être comme ça. Tu sais, soyez humble aussi. Tu sais, je veux dire, faut respecter aussi le contexte, l'entreprise, l'environnement de travail dans lequel on arrive. On va pas tout casser la baraque parce que, tu sais, ça prend de l'humilité, mais de la confiance en soi, puis ça, c'est l'équilibre. Tu sais, mais honnêtement, en toute transparence, je trouve ça extraordinaire, le talent qui rentre en ce moment dans nos organisations. Là, ils ont le growth mindset. Quelle question t'aurais aimé que je te pose que je t'ai pas posée aujourd'hui? J'en ai pas. Je trouve notre conversation stimulante. Je reviens peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, après le lancement du Global 8000, puis on parlera si ça a été un succès, pas un succès des apprentissages. Ça, c'est la première fois que je fais ça, lancer un avion mondialement comme ça. Donc, wish me luck. Ben, je te souhaite beaucoup de succès. Si je suis un petit peu ton track record, puis si on dit que le passé détermine un petit peu ce qui va se passer dans le futur, je suis comme confiant que le lancement va très bien, va se passer super bien. Merci pour ton temps aujourd'hui. Je sais que tu as un agenda très, très occupé. Merci aussi pour tout le contenu que tu mets. Je te vois, tu es actif d'un point de vue personal branding. Je te vois dans des conférences, je te vois dans des vidéos. Moi, c'est ce qui m'a donné le goût aussi de t'inviter ici au podcast. C'est que tu es quelqu'un de très, très inspirant, quelqu'un qui est très intelligente aussi. Puis ça apparaît de la conversation d'aujourd'hui. Merci. Un grand merci. Puis absolument, je vais définitivement t'inviter l'année prochaine pour faire un petit statut. Puis honnêtement, on a peut-être abordé 25% des sujets que je voulais aborder. Fait qu'on a plein de choses à jaser. Puis il fallait que tu abordes l'intelligence artificielle, celui sur lequel je suis moins douée, mais c'est parfait. Fait que peut-être que l'année prochaine, ta stature va évoluer. Avec plaisir. Merci. Merci.